Bonjour et bienvenue dans le Club RH, le podcast fait par et pour les professionnels des ressources humaines. Ici, nous décryptons les grands enjeux RH d'aujourd'hui et de demain, aux côtés de DRH et d'experts engagés. Je suis Sophie Plumer, ancienne responsable RH. J'œuvre aujourd'hui auprès des comités de direction pour faire évoluer les pratiques RH et managériales. Et je suis Delphine Cochet, fondatrice et directrice générale de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est la solution RH qui accompagne les salariés dans tous leurs moments de vie, et notamment dans les situations de vulnérabilité, comme la parentalité, l'aidance, la santé mentale ou encore le handicap. Dans cette 3e saison du Club RH, nous avons choisi d'explorer un sujet essentiel, le care. Cette notion anglo-saxonne qui évoque le soin, l'attention portée à l'autre. Pourquoi ce thème ? Parce que dans un monde du travail chahuté, parfois divisé, toujours plus exigeant, nous sommes convaincus que prendre soin des équipes est la clé pour bâtir des entreprises plus humaines, plus performantes et plus durables. À notre micro, vous entendrez des DRH et des acteurs du care en entreprise qui mettent en place des politiques RH innovantes. Ils partagent avec nous leurs enjeux, leurs pratiques, leur expérimentation et les leçons qu'ils en tirent. Ce podcast n'a évidemment pas vocation à donner des leçons, mais à inspirer, à vous offrir des clés concrètes pour agir et à vous ouvrir les coulisses des meilleures pratiques RH du moment. Nous explorerons à la fois des sujets d'actualité et des enjeux prospectifs pour vous aider à garder un temps d'avance. Place maintenant à notre conversation avec notre invité. Nous vous souhaitons une très bonne écoute de cet épisode du Club RH par Ma Bonne Fée. Et si vous souhaitez prolonger les discussions, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. C'est parti! Bonjour Virginie. Bonjour mesdames, je suis ravie d'être parmi vous. Bonjour Delphine. Bonjour à toutes les deux. Virginie, merci d'avoir accepté notre invitation à venir à notre micro du Club RH pour cette 3e saison dédiée au care, au sujet du care. Virginie, tu es responsable engagement et inclusion, référente maladie et handicap et correspondante mixité et diversité au sein de la DRH du Crédit Coopératif. Donc avec cette multicasquette, ces multiples casquettes, tu portes essentiellement des enjeux du care au sein du Crédit Coopératif. Donc c'était vraiment important pour nous de t'avoir sur le podcast. Depuis 5 ans, tu as piloté de nombreuses actions Depuis 5 ans, tu as piloté de nombreuses actions en faveur de la mixité, de l'inclusion, du handicap, du care de manière générale, avec des résultats particulièrement incroyables. Quelques exemples, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est passé en 5 ans de 4,3% à 8,34%. La part des femmes à des postes de direction de centres d'affaires est passée en 3 ans de 27 à 45%. Vous avez eu la labellisation Cancer at Work, vous avez renouvelé la labellisation AFNOR Égalité Hommes-Femmes et vous avez signé la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle. Bravo. Dit comme ça, c'est quand même de très grosses avancées, donc c'est tout ce qu'on va creuser dans cet épisode. Voilà, à la fois la manière dont vous avez mené ces projets et la manière dont ces projets ont eu un impact sur l'entreprise, sur les collaborateurs, sur votre culture d'entreprise, et puis peut-être sur toi aussi, en tant que pilote de ces projets. Oui, effectivement, on n'a pas chômé ces 5 dernières années. Peut-être pour introduire un peu le crédit coopératif, parce que si on n'a pas chômé, c'est aussi parce que voilà, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur dans cette belle boutique. Donc peut-être 2 mots sur le crédit coopératif pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Nous sommes une banque engagée et coopérative, et on est la banque de référence de l'économie sociale et solidaire et des acteurs donc, de l'inclusion et de la solidarité. Donc, ce qui veut dire que notre raison d'être, c'est vraiment d'être aux côtés de nos clients qui sont tous sociétaires et d'œuvrer avec eux pour une économie plus réelle, plus durable, plus locale, plus respectueuse de l'environnement, etc. Donc voilà, et pour être même concrète, pour donner quelques exemples, notre éthique nous fait refuser le recours aux paradis fiscaux. On va refuser aussi de travailler avec certains secteurs d'activité au niveau des financements comme l'armement, les énergies fossiles, etc. Et puis un chiffre aussi qui parle de lui-même, c'est qu'en 2024, on a 50% de nos crédits donc, qui ont été destinés aux associations et aux entreprises d'intérêt général. Donc voilà,
Voilà, ça fait vraiment, enfin, ces engagements diversité et inclusion, ça fait partie de notre ADN, notre raison d'être, et on le voit aussi dans notre marque employeur, puisque c'est plus juste, plus humain et plus solidaire. Top. Alors, on a une première question un peu classique dans cette saison. Et pour démarrer, c'est comment la notion de care, elle résonne chez toi, Virginie, et comment tu le vois, même à titre personnel? Ouais. Alors, le care, il résonne chez moi à 3 niveaux. Le premier, je dirais que le care, c'est d'abord une posture. Ensuite, que le care, c'est c'est puissant. C'est vraiment un acte puissant, mais c'est aussi une nécessité. Donc, pour expliquer un peu plus, quand je parle de posture, le care, c'est porter une attention à l'autre, c'est un lien, mais c'est surtout reconnaître qu'on est tous interdépendants, finalement, et que personne ne peut se sortir seul de difficultés. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est convaincu au sein du Crédit Coopératif que soutenir nos collaborateurs et nos collaboratrices dans les difficultés du quotidien, ça fait partie aussi de notre rôle. Et c'est pour ça qu'on a mis en place tout un certain nombre donc, de dispositifs qu'on verra ensemble. Et que quand un collaborateur est face à une difficulté, derrière ces difficultés, ça va avoir un impact sur la vie professionnelle. Donc ça peut être du stress, mais ça peut aller jusqu'à de l'absentéisme. Et ça va avoir aussi par rebond un impact sur le collectif du travail, donc sur les collègues proches, sur les managers, et plus généralement sur l'entreprise et sa performance. Donc voilà pourquoi, en tout cas, c'est notre rôle. On considère que c'est notre rôle. Ensuite, je disais, oui, que c'est un acte puissant parce que prendre soin les uns des autres, ça permet de promouvoir une culture de la solidarité et que finalement, ne plus considérer un collaborateur, une collaboratrice comme une simple ressource, mais comme un être humain avec... ses vulnérabilités, ses besoins, etc. Ça permet aussi de remettre l'humain au cœur de la relation. Donc, et on voit que c'est hyper vertueux et assez gagnant parce que quand on accompagne quelqu'un, il est forcément reconnaissant. Il va être encore plus engagé qu'il ne l'était au départ. Il va donner le meilleur de lui-même et in fine derrière c'est quoi ? C'est des clients qui sont satisfaits, donc la boucle on va dire elle est plutôt bouclée. Ça revient à la symétrie des attentions dont on a parlé dans un épisode précédent que je vous invite à écouter tous et toutes. Voilà, et puis pour conclure, c'est une nécessité, je ne sais pas si j'ai besoin de rappeler tous les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, mais que par exemple une personne sur 2 au cours de sa vie va être touchée par un handicap, que 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte, donc souvent aussi pendant le parcours professionnel, qu'on a, une personne, un salarié LGBT sur 2 qui se rend invisible vis-à-vis de ses collègues, qu'on a, je crois, un salarié sur 5 qui est proche aidant ou proche aidante. Donc si on ne prend pas aujourd'hui à bras-le-corps tous ces sujets, on va vite se retrouver face à des collaborateurs qu'on ne va pas fidéliser, qu'on ne va pas arriver à maintenir dans leur poste, et on va avoir aussi du mal à attirer des recrues, quoi. Donc c'est un véritable enjeu. Ce qui résonne fortement quand tu dis le care c'est puissant, je pense que tu es la première, en tout cas de cette saison, à le formuler de cette manière. Et en t'écoutant, je me suis dit waouh, c'est très fort comme formulation. Moi, ça m'a fait un peu des frissons. Et en t'écoutant, il y a d'où est-ce que le care tire cette puissance. Finalement, je l'entends dans le fait qu'on est tous reliés. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une force un peu qui émane du collectif et de l'attention qu'on a les uns aux autres, parce que on a tous besoin de soins, on a tous besoin d'attention. Je pense qu'aucun humain, aucun être vivant de manière générale ne peut dire qu'il n'a pas besoin d'attention et complètement s'isoler du reste du monde, etc. Et donc, c'est ça qui me frappe dans ce que tu dis, c'est cette notion de... En fait, on est tous reliés par ce même besoin, et donc on a tous besoin des autres pour prendre soin de nous, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, et on est tous confrontés à des difficultés, peu importe notre statut, notre âge... et tout ce qui constitue nos personnalités, etc. Pour continuer sur le sujet
un peu multiples. Enfin, ce qui est impressionnant dans votre plan d'action, c'est que vous avez vraiment agi sur plusieurs pans. Vous vous êtes pas contenté du sujet du handicap, du sujet LGBT+, etc. Vous avez vraiment eu des résultats très concrets, très structurants, enfin, on va dire, avec des changements importants sur l'ensemble des sujets que j'ai présentés en introduction. Comment vous avez structuré votre plan d'action? Quelle était votre stratégie? Est-ce que vous avez dit on prend tout de front et on avance sur tout en même temps ou est-ce que vous y êtes allé par étapes, enfin, voilà, pour aboutir, encore une fois, en un temps très court à des résultats voilà, qui changent vraiment la donne? Ouais. Alors, moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, j'avais 2 missions. La première, c'était de redynamiser la mission handicap qui avait été fragilisée à l'époque parce qu'il y avait eu une migration informatique, une réorg, etc. Et pour deuxième mission, donc renouveler la labellisation AFNOR, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui avait changé de modalité. Avant, c'était un simple déclaratif de l'employeur. Et puis là, on part sur 3 étapes. Un dossier de candidature, un audit sur site de 2 jours, ensuite un grand oral, etc. Donc c'était un peu voilà, les 2 missions de départ. Handicap, égalité pro. Exactement. C'était uniquement ça. Donc on a travaillé, alors je dis on parce qu'il y a ma collègue Imen Rezogui aussi qui était alternante à l'époque, donc on était toutes les 2. Donc c'est aussi voilà, important de préciser qu'on était 2 parce que c'est pas le cas partout. Déjà avoir une personne dédiée sur ces sujets, c'est pas gagné. Donc on était 2, donc on a pris le sujet vraiment à bras-le-corps et on a fait un travail de terrain en fait assez important. Quand je dis travail de terrain, c'est qu'on a été voilà, auprès des collaborateurs et des collaboratrices, auprès des managers et on a essayé de se greffer en fait finalement à tout événement ou toute occasion dans l'entreprise pour prendre la parole, même 2 minutes sur les sujets, voilà, pour infuser un peu une culture de l'égalité et du handicap à l'époque. Et donc en fait, en faisant voilà, ce tour des services, tour de France aussi, puisque je suis passée un peu dans toutes les délégations, et on a glané tout un tas de remontées, de besoins, de difficultés, de freins, etc. Et en fait, voilà, dans les besoins, des nouvelles idées. Et il nous a semblé un peu normal de les porter à notre DRH, qui a été partante aussi voilà, pour les porter à la direction générale. Et donc, ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc, pour vous donner des exemples plus concrets, sur la partie handicap, donc en accompagnant des collaborateurs en situation de handicap, on a été confronté aussi à des personnes donc, touchées par une maladie, mais qui ne faisaient pas partie de notre plan d'accompagnement, parce qu'ils n'étaient pas reconnus en situation de handicap. Et donc, voilà, on se dit, il n'y a pas de raison de ne pas non plus les accompagner, parce qu'il y a un besoin, il y a un besoin de les accompagner au moment d'un diagnostic. Également des personnes qui voulaient continuer, et pouvaient aussi continuer à travailler pendant un parcours de soins. Et aussi, voilà, des enjeux aussi importants sur le retour à l'emploi. Donc on s'est dit, il y a un sujet autour de l'inclusion de la maladie au travail. Donc c'est comme ça qu'on a creusé le sujet, qu'on a mis en place un plan d'action, qu'on a fait valider en comité de direction générale, etc. Et après, en fait, indirectement, quand on parle de handicap et de maladie, on va toucher aussi les proches aidants et les proches aidantes. Donc voilà, c'est aussi le sujet suivant qu'on a ouvert pour répondre aussi à des besoins remontés par le terrain. Voilà, en fait, voilà, il y a plein de thématiques un peu connexes qui ont émergé et puis on a pris, voilà, on a entendu, on a remonté. Et sur la partie égalité homme-femme, on a travaillé sur les agissements sexistes et le harcèlement sexuel parce que c'était une obligation légale à l'époque d'identifier, de nommer donc, des référents direction et CSE et de mettre en place une procédure de signalement. Et finalement, quand on regarde les agissements sexistes et le harcèlement sexuel, on dit non, en fait, il y a plein d'autres violences faites aux femmes qui sont aussi présentes dans l'entreprise, mais on n'a pas d'obligation légale. Mais pourquoi, en fait, pourquoi les exclure? Et donc, c'est comme ça que finalement, pareil, on tire en fait de nouveaux sujets et on va jusqu'à réfléchir aux violences conjugales, l'impact que ça peut avoir sur des victimes dans l'entreprise, sur les violences intrafamiliales et qu'on continue à porter ces sujets, à les porter en comité de direction générale et à cranter en fait, parce qu'en fait très clairement tous les ans quand on commence à faire notre feuille de route, on se dit ok, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir porter aussi de nouveau, tout en maintenant évidemment l'existant. On fait pas une fois et on arrête.
Ça, non, mais c'est ça. Dans le c'est premier ça. épisode, Ouais. c'est que tu le déploies et c'est Faut du animer renouvellement et tu continu et qui s'anime. Ouais, c'est tout un run effectivement que tu dois animer, que tu dois maintenir, mais en même temps, enfin voilà, il y a l'enjeu aussi de continuer à explorer aussi voilà des nouveaux besoins pour répondre à nos collaborateurs, quoi, et nos collaboratrices. Et pour avoir vu un petit peu aussi l'évolution, puisqu'on a commencé à travailler ensemble, Ma Bonne Fée, le groupe Crédit Coopératif, il y a plusieurs années, j'ai envie de dire même au presque tout début, dans le cadre de l'accord Égalité Pro. Ouais, dans le précédent, Où en fait, c'est aussi des petits bouts on avait commencé sur les enjeux de parentalité qui s'intégraient dans ces sujets d'égalité pro. Moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, on en parlera tout à l'heure, c'est le côté aussi très concret d'indicateurs que vous regardiez dans le cadre de cet accord sur le nombre de temps partiel pris par les hommes, sur le nombre de personnes accompagnées, enfin, de rentrer dans des choses concrètes. Donc, dans le plan d'action, c'est à la fois, vous faisiez, il y a un sujet dans l'égalité pro, c'est aussi la parentalité au travail. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller mesurer, qu'est-ce qu'on va aller regarder Et j'ai eu l'impression, en tout cas de l'extérieur et même dans notre partenariat qui a évolué, que c'est aussi par étapes, par enjeu. Là, tu parlais des violences conjugales. Ça, par exemple, on a fait une communication commune il y a seulement quelques mois, où dans la foulée, effectivement, on a pu accompagner des personnes dans ces situations-là. Mais c'est aussi des sujets qui arrivent petit à petit et sur lesquels vous êtes rentrés étape par étape. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, on va pas parler effectivement de stratégie il y a 5 ans comme thème, et ça a été plus de l'écoute et de la remontée un peu au fil de l'eau et progressivement. Et c'est pour ça aussi qu'en 2023, à un moment donné, on s'est posé avec évidemment la RH, mais aussi avec l'assistante sociale, puisqu'on a aussi la chance d'en avoir une qui travaille avec nous 4 jours par semaine. On a aussi une infirmière en santé au travail. Et on s'est tous un peu posés et on s'est dit, en fait, il y a plein de sujets, plein d'enjeux, donc qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut accompagner, jusqu'où, comment, etc. Et qu'on a formulé on appelle ça aujourd'hui un peu une offre de service auprès de nos collaborateurs et nos collaboratrices, où on va leur dire, voilà, quelle que soit votre difficulté, à partir du moment où ça a un impact sur votre quotidien au travail, on est là pour vous accompagner, on est là en soutien. Et donc, on a cette offre où on va pouvoir soutenir nos collaborateurs qui vont rencontrer des difficultés qui vont être liées à la santé. Donc là, on va embarquer évidemment la maladie, le handicap, mais également le retour au travail, les addictions, etc. Et des difficultés liées à l'environnement familial. Et donc là, on va embarquer la monoparentalité, les danses, le décès d'un proche, les violences conjugales, etc. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, le message qu'on porte dans l'entreprise, c'est quelle que soit votre difficulté, n'hésitez pas en tout cas à venir vers nous ou venir vers toutes les personnes ressources ou les dispositifs ressources, parce que voilà, on a aussi Ma Bonne Fée qui est un dispositif clé pour les collaborateurs où ils vont pouvoir être accompagnés par des experts, mais également voilà, on a aussi une ligne d'écoute psychologique donc qui est disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24 et qui permet aussi voilà donc de décharger émotionnellement nos collaborateurs qui rencontreraient des difficultés. Mais là-dedans, du coup, comment est-ce que tu dis, c'était pas forcément une stratégie, même s'il y avait quand même 2 axes stratégiques au départ. Et ensuite, comment vous priorisez vos actions? Comment, c'est marrant, dans un des épisodes, on se pose la question, est-ce qu'on peut tout faire? Et tu parles toi-même de tes feuilles de route. C'est quoi? Tu regardes en début d'année ce sur quoi, entre guillemets, il y a des pistes d'amélioration, ce que tu dois poursuivre. Comment vous définissez ce plan d'action? En fait, c'est vraiment, je disais, c'est l'écoute du terrain. Comme on est vraiment auprès des collaborateurs, des collaboratrices et des managers, donc on sonde aussi au passage. Et c'est vrai que moi, je viens pas du monde de la RH. Au départ, donc j'ai fait une reconversion professionnelle donc il y a 5 ans, mais j'étais 6 ans auparavant déjà dans l'entreprise, et donc j'ai côtoyé énormément de personnes. Et donc le fait de pas faire partie du monde de la RH, qui est aussi quand même quelque part souvent une petite entreprise dans une entreprise, du coup ça me permet d'avoir accès encore plus facilement aux personnes et de les sonder, etc. Et de comprendre leur métier. Ouais, tout à fait. Et des contraintes. Et des contraintes que peuvent avoir le métier. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés, à des freins, voilà, des choses qui vous auraient empêché d'avancer? Parce que là, l'image a l'air géniale. Ouais. Évidemment, nous avons rencontré des freins et des difficultés, mais j'ai envie de dire, paradoxalement, on peut s'attendre à ce qu'on les rencontre vis-à-vis de notre direction générale, et donc ça n'a pas du tout été le cas, mais ça, je pense que c'est parce que ça fait écho, voilà ce que j'ai dit un peu en intro, hein, c'est voilà à la cohérence exactement, globale et l'ADN. Voilà, exactement. Mais oui, on a pu rencontrer des freins, notamment vis-à-vis donc de collaborateurs ou de collaboratrices qui vont avoir comme discours, ce sujet, ça n'a rien à faire dans l'entreprise, c'est du perso, voilà, donc pourquoi des sujets aussi autour de l'égalité femmes-hommes, en disant on est en France, les femmes travaillent, il n'y a pas de sujet. Voilà, donc voilà, déjà de ce genre-là, un petit peu, voilà, sur les coups de terrain, voilà, ça va être ça, mais bon, du coup là c'est toujours, on explique, on réexplique. Voilà, on fait de la pédagogie. Et là, plutôt de la part des managers, des collaborateurs? Ouais, tout le monde. Tout le monde, hommes, femmes compris. Aussi, qui ne comprenaient pas, en fait, quand vous alliez sur le terrain présenter vos plans d'action et les solutions que vous proposez aux collaborateurs, disaient, mais pourquoi c'est pas votre affaire, ou vous allez trop loin, ou oh là là, vous faites des chichis. Il n'y a pas de sujet, c'est ça. Il n'y a pas de sujet, et puis ça n'a rien à faire dans l'entreprise parce que ça relève en fait du perso, donc ça doit rester au sein donc, de la maison, et l'entreprise n'a pas à s'en occuper. Okay. Donc voilà, donc c'était les principaux freins. Après, j'ai envie de dire aussi que plus récemment, on a eu pas mal de remontées autour de la gender fatigue, parce que je pense qu'on a nos résultats sont quand même vous l'avez dit en intro, assez incroyables, et donc on a mis en place un certain nombre d'actions, on en parle aussi beaucoup dans l'entreprise, et donc du coup il peut y avoir aussi un ras-le-bol de personnes qui peuvent dire on en fait trop, on en fait beaucoup trop pour les femmes, et puis il y a des hommes qui peuvent dire aussi moi je trouve plus ma place. Donc ça a été aussi un des axes de réflexion l'année dernière, c'est comment on prend ce sujet-là, comment on l'écoute, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour lutter aussi contre cette gender fatigue, et nous, notre réponse, elle a été de s'ouvrir en fait encore plus à la diversité et à l'inclusion, pour pouvoir embarquer un maximum de personnes et de parler plus largement à toutes les diversités. Parce que finalement, on est tous touchés par une diversité à un moment aussi dans notre carrière. Donc de faire un peu plus écho sur de nouvelles thématiques, parce que ça va être aussi... notre plan d'action aujourd'hui, il est inscrit dans notre nouvel accord, donc égalité femmes-hommes, mais également donc diversité et inclusion. Donc ça, c'est aussi la grande nouveauté. Donc on y va là sur 2025-2027. Et donc, on va prendre un peu plus la parole sur les seniors, parce qu'on l'a pas fait assez et qu'il y a de vrais enjeux. Donc donc ça, par exemple, c'est aussi un sujet où il faut qu'on mette les bouchées doubles. Il y a un épisode là-dessus. Mais on va aussi prendre la parole sur des nouveaux sujets qui vont être encore plus inattendus, type le racisme et l'apparence physique avec la grossophobie. Donc là aussi, on va s'attendre aussi à ce que on ait aussi des freins, mais on va y aller aussi, comme d'habitude, avec notre pédagogie, et puis et expliquer pourquoi. Je veux bien qu'on rentre dans des exemples de plans d'action concrets que vous avez mis en place sur... donc tu parlais... de l'aidance, du handicap, de la partie maladie. Donc là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'écoute, il y avait aussi beaucoup de quoi vous avez besoin, on adapte des choses, on a l'offre de service Ma Bonne Fée. Sur tout ce qui est égalité pro, comment vous avez fait concrètement pour passer de 27 à 45% de femmes dans les collectifs de direction? Ouais. Alors, comment on a fait ? En fait, on a mis en place vraiment des actions un peu partout dans nos process RH. Donc, ça a démarré évidemment par de la formation de nos RH, mais également de la formation des managers. Donc, on avait pris comme engagement de former tous nos managers à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, donc sur les stéréotypes de genre et les biais, et également sur les violences faites aux femmes. Donc pour pouvoir, au-delà de les sensibiliser, c'était aussi les outiller et leur faire comprendre aussi que le raisonnement aussi de se dire la femme elle candidate pas, donc si elle candidate pas on peut rien faire pour elle, et non, on va pas s'arrêter là.
au vu de nos enjeux, l'idée, ça va être d'aller aussi les identifier, d'aller leur en parler, de voir si ça suscite un intérêt et de les accompagner. Donc, on a démarré par ça. Et tout en complétant aussi par l'explication de ce qu'il y avait dans l'accord Égalité Pro. C'est ça que je trouve intéressant, c'est de dire aussi, voilà les engagements qu'on a pris, voilà les indicateurs, et donc pour y arriver, il faut qu'on a ça. Je trouvais ça assez fort aussi d'expliquer les accords à toute la sphère managériale. Que ça reste pas qu'un sujet de direction ou de DRH, quoi. Ou de relations sociales, quelque part, dans un dossier. Non, mais c'est hyper important de donner du sens, en fait, à ce qu'on veut mettre en place et puis pourquoi, et pas juste dire, voilà, on a un objectif, parce qu'on s'était fixé comme objectif, donc de passer de 27 à, de mémoire, c'était 35% en 3 ans, et donc on a terminé, au bout de 2 ans, à 45%. Et plein d'autres actions, c'est-à-dire qu'on a aussi assumé aussi d'aller sourcer des femmes. Si on s'est rendu compte qu'en interne on ne pouvait pas trouver parce que il y avait peut-être pas à ce moment-là la personne qui avait les compétences, l'envie, la mobilité aussi, puisque aussi on a un maillage territorial important sur toute la France avec finalement peu de réseaux par rapport à d'autres banques, mais on s'est autorisé à dire on va sourcer des femmes aussi en externe pour avoir une candidature féminine aux côtés d'une candidature masculine en phase finale de recrutement, et on a écrit et on s'est engagé à recruter à compétences égales la candidature féminine. Donc donc ça aussi c'était quelque chose qu'il a fallu expliquer parce que c'est une position aussi forte, mais totalement assumée. Et puis on a mis en place les people review avec l'identification, avec une attention particulière sur l'identification des femmes à potentiel pour les accompagner et mettre en place le plan d'action qui leur irait bien pour pouvoir prendre à terme un poste de direction. Voilà. Ça, et puis alors oui, j'oublie aussi on a 3 dispositifs qui sont dédiés aux femmes, donc chacun des dispositifs a un sens différent, mais le dernier qu'on a mis en place était justement un accompagnement dédié pour les futures directrices de centres d'affaires. Donc on a identifié des collaboratrices, entre 10 et 12 là, selon les années, qui avaient le potentiel pour devenir directrices, qui en avaient aussi l'envie quand on a été vers elles et qu'on a été leur a expliqué, qu'on les a essayé de les accompagner en tout cas pour qu'elles se lancent dans l'aventure. Et elles sont parties sur des parcours de 6 mois avec aussi du coaching pour pouvoir avoir la confiance et passer à l'étape d'après, quoi. Rentrer dans le costume, comme on dit. C'est ça, le costume. Ok, donc il y a un vrai investissement, une politique volontariste, en fait, d'où on peut comprendre peut-être la gender fatigue. Il y en a peut-être toujours que pour les femmes. Quels ont été donc on a vu les freins. Quels ont été les facteurs clés de succès et je pense notamment pour peut-être dépasser certains freins, certaines difficultés ou peut-être ce dont vous êtes le plus fier dans cette démarche-là. Alors dans les facteurs clés de succès, j'en ai déjà précisé un tout à l'heure, c'est vraiment le fait qu'on a une DRH et qui affirme et qui assume des positions fortes. Donc je vous ai donné l'exemple, et donc ça je pense que c'est important. C'est pas une DRH qui va juste souffler une idée. Et un exemple concret aussi qui m'avait étonnée dans le bon sens du terme, c'est chaque formation dont tu as parlé commençait avec une prise de parole d'un membre de la direction générale ou DRH obligatoirement. Exactement. Et ça, c'est le deuxième facteur clé de succès, c'est le sponsorship de la direction générale, et ça dans sa globalité, et à plusieurs niveaux, parce que les engagements diversité et inclusion étaient embarqués donc, dans notre précédent plan d'entreprise. Donc on avait un chantier dédié, et aux côtés d'indicateurs stratégiques comme le coefficient d'exploitation, le PNB, etc., on avait aussi nos 3 indicateurs RH qui étaient le taux d'emploi de personnes en situation de handicap, l'index égalité homme-femme et la cotation bien-être, donc qui était issu de notre baromètre social annuel. Donc ça, c'est un message fort de la direction générale qui dit que ces thématiques-là sont aussi source de performance au même titre que les autres indicateurs stratégiques qui sont plus standards. Donc ça, et puis effectivement, le fait qu'on a
la direction générale a pris sa part aussi dans les sujets, et quand il a fallu aussi aller sur le terrain à nos côtés, ils y ont été. Et donc oui, ton exemple, Delphine, c'est exactement ça. C'est quand on a pris la décision de former tous nos managers, on leur a proposé de venir à tour de rôle sur chaque journée de formation, donc qui était en présentiel, de venir faire l'introduction, donc pour donner du sens, rappeler le contexte, présenter nos enjeux, etc. Donc du coup, et ça ils ont joué le jeu, et ça a permis aussi de les embarquer quelque part. Donc voilà, donc ça c'est aussi un très gros facteur clé de succès. Et puis après on a ce qu'on faisait pas trop par le passé, c'était de se fixer des objectifs chiffrés, et de les suivre et de les piloter. Donc ça on l'a mis en place dans le précédent accord égalité hommes-femmes. Donc voilà, je vous ai donné l'exemple de l'objectif des directrices de centre d'affaires. C'était, on est parti de 27, mais c'était de se fixer 35, de se dire à 3 ans on a cet objectif et on le suit de manière trimestrielle. Et si on voit que nos indicateurs suivent pas la bonne tendance, qu'est-ce qu'on met en place comme action pour corriger? Donc ça aussi, mine de rien, ça a permis, en tout cas, on dit ce qui ne se voit pas, ce qu'on ne suit pas ne se voit pas. Donc c'est là, c'était tout à fait vrai. J'ai aussi une question sur les moyens, parce qu'en fait, quand on t'entend dans ce que vous avez décidé de mettre en place, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de bon sens, des choses entre guillemets faciles qui est de la disponibilité de membres de la direction générale pour aller animer. Pas facile, non, mais en tout cas, ils sont dans l'entreprise et ils se libèrent quelques minutes, quelques heures par an pour introduire des formations de management. Donc je dis pas du tout que c'est anodin et que loin d'être répandu dans toutes les entreprises, mais ils sont là, ils y vont. Mais tu parlais de coaching, tu parlais de formation, le dispositif de Ma Bonne Fée. Il y a des moyens financiers derrière votre plan d'action. Comment vous avez procédé à des arbitrages? Je pense notamment dans la relation entre DRH, direction générale, comité de direction. Parce que quand on parle de juste entre guillemets, se libérer du temps, ou prendre une direction et dire oui, on va mettre toutes les actions possibles dans cette direction-là, on est OK. Mais après, quand il faut toucher au portefeuille, et dire on investit sur ces sujets-là peut-être plutôt que sur d'autres, et peut-être plutôt que sur d'autres en dehors de la DRH, ou je sais pas, j'imagine qu'il y a eu des arbitrages. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des débats? Ouais. Alors, peut-être déjà, au niveau des moyens, il y a les moyens humains, parce que, comme je disais, on est deux, mais on est aussi, si on compte l'assistante sociale, l'infirmière en santé au travail, on est un petit peu plus comme personne ressource dans l'entreprise. Ouais. Mais après, au niveau des moyens financiers, il y a eu pas vraiment d'arbitrage. C'est pareil, ça s'est fait aussi un peu crescendo d'une année à l'autre. On a augmenté petit à petit. Et puis on fait beaucoup de choses aussi nous-mêmes, vraiment beaucoup, que ça soit mettre en place une enquête, des interviews aussi vidéo. Donc on a fait beaucoup de choses en interne, donc ce qui permet aussi de dégager aussi des moyens financiers pour mettre plutôt en place des partenariats, comme avec Ma Bonne Fée, etc. Donc non, il n'y a pas vraiment eu tant d'arbitrage que ça. Il y en a eu un petit peu, mais en fait ça reste, j'ai envie de dire, par rapport au budget qu'on peut avoir aujourd'hui, assez quand même anecdotique, quoi. Okay. Pas plus d'arbitrage que les autres services de la RH, par exemple. Ouais. Donc on n'est pas, comment dire, il n'y a pas d'arbitrage par rapport à d'autres enjeux RH qu'on qualifierait de plus emblématiques ou de plus importants. Pas du tout. Et avec aussi, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, des optimisations au fil du temps, de se dire, alors je pense par exemple avec votre contrat santé mutuelle que je connais bien, où je sais que de temps en temps, ils vous proposent des actions et vous allez vous greffer dessus. Tout à fait. Pour compléter, il peut y avoir ça. Complètement. Nous, ensemble, c'est typiquement de se dire, dans tout ce qu'on propose, en fait,
je reprends l'exemple, mais sur les violences conjugales, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, il suffit de faire une affiche, de faire un mailing. Et ce que je vais appeler l'optimisation, c'est de se brancher sur tout ce qui existe et de l'améliorer pour identifier les situations. Ouais. Et puis finalement, il y a aussi le fait que le budget qu'on mettait au départ, qui était vraiment tourné sur le handicap, l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes enjeux qu'il y a 5 ans. Donc on va évidemment mettre le budget sur les aménagements de postes, mais beaucoup moins sur le sourcing, parce qu'aujourd'hui, on a des candidatures qui viennent aussi naturellement, et qu'on se dit que c'est peut-être plus la priorité de se dire qu'on va sourcer des candidats en situation de handicap. Alors après, on continue à le faire vraiment sur les alternants, parce qu'il y a aussi un enjeu de politique jeune. Donc jeunes en situation de handicap, femmes, ça peut combiner un certain nombre de diversités. Mais voilà, donc au fur et à mesure des années, le budget, on le place, en fait, on le positionne à des endroits un peu différents. Donc il y a peut-être un peu aussi des vases un peu communicants, quoi. Et ce que je retiens, c'est le fait d'être tous alignés dans une démarche commune, au niveau des RH, direction générale, d'avoir des indicateurs que vous avez suivis avec un plan d'action. Et donc finalement, on est tous d'accord sur les indicateurs. Donc on est... J'imagine que c'est plus simple de décider les bonnes actions et de voir aussi les bonnes actions qui vont vous permettre d'avancer vers votre plan d'action. Ouais, parce que mine de rien, nos 3 indicateurs stratégiques, ils étaient présentés tous les trimestres. Là, on est sur un nouveau plan d'entreprise là, qui a démarré, donc tout est en train de se mettre en place. Mais dans le précédent, c'était une présentation tous les trimestres. Donc, du coup, il fallait remonter à la direction générale des projections du taux d'emploi à la fin de l'année, de l'index égalité femmes-hommes, cotation, etc. Et donc, du coup, ça permet effectivement de réaligner, réagencer et de revoir en tout cas de réajuster le plan d'action s'il y a besoin. Et ça veut dire que, ce que j'aime bien cette notion, souvent on est sur des sujets qui peuvent paraître abstraits à mesurer, et ce qui peut être difficile, sauf là tu viens de donner par exemple le taux d'emploi de travailleurs handicapés. Voilà, ça c'est plus concret, mais ce que tu dis là, c'est que en tout cas, vis-à-vis de la direction générale, vous en avez choisi 3 dans la stratégie, donc c'est pas 10 000, même si après, peut-être à un niveau moins macro, tu en as beaucoup d'autres. Plus que tu suis. Ouais. Mais ça veut dire que tous ceux que tu suis, en fait, ils servent les 3 principaux, qui sont en fait ta ligne de mire. C'est-à-dire ce que je calcule et ce que je regarde et ce que je fais, est-ce que ça sert au final ces 3 indicateurs macro? Oui, tout à fait, c'est ça. Et dans plus que toi tu regardes, est-ce qu'il y en a d'autres que tu recommandes, des indicateurs qui parfois sont évidents mais parfois pas tant que ça? T'en as parlé tout à l'heure, sur notamment les temps partiels, parce que il peut y avoir aussi un sujet, donc c'est suivre le nombre de personnes, notamment des femmes, c'est souvent les femmes, donc qui demandent les temps partiels, s'il y a des refus ou pas, donc pouvoir analyser ça. Après, il y a le congé paternité aussi, arriver à voir est-ce qu'il est pris, c'est ça? Ouais, et surtout est-ce qu'il est pris aussi dans sa globalité, puisque du coup nous on va un petit peu plus loin aussi, on a aussi une politique parentalité qui va un petit peu plus loin que le légal, donc le congé paternité, il y a 5 jours ouvrés supplémentaires avec un maintien de salaire, donc se dire que ça peut être alléchant comme ça, mais finalement au début on s'est rendu compte que c'était pas tant pris que ça, quoi, alors que ça fait la différence quand même. Ouais, quand même, ouais. Surtout quand il y a maintien de salaire, quoi. Et du coup, il a fallu, pareil, mettre en place les actions pour dire aux managers que il fallait encourager les collaborateurs à prendre le congé, à le prendre dans sa globalité, que c'était un engagement de la direction générale, faire des témoignages de collaborateurs, etc., pour améliorer aussi la prise de ce congé. Il y a eu de la conduite du changement. Ce qui m'amène à la question de comment est-ce que toutes les actions que vous avez mises en place en faveur, encore une fois, du handicap, de la diversité, de l'égalité pro, etc., quel impact ça a eu sur votre culture d'entreprise, sur vos pratiques de management,
sur le vivre ensemble, finalement, au sein du Crédit Coopératif? Ouais. J'ai envie de dire qu'il y a un climat de confiance, en tout cas aujourd'hui, qui s'est globalement instauré. Alors peut-être pas non plus partout, parce qu'après ça dépend. Voilà, toujours, surtout quand les centres d'affaires, ils sont quelque part un peu isolés, et puis c'est un petit microcosme. Donc ça peut dépendre aussi, voilà, d'une ambiance de travail, d'un manager, etc. Mais globalement, en tout cas, on sent que le climat de confiance, en tout cas sur tous ces sujets, aujourd'hui est bien présent. Mais après, voilà, comme effet, on a pu voir qu'aujourd'hui, on a des candidatures féminines sur des postes de direction qui viennent aussi toutes seules, sans avoir besoin d'aller chercher des femmes, alors qu'il y a encore quelques années, en fait, on avait 0 candidature de femmes sur des postes de direction. Donc le fait, voilà, d'avoir pris la parole, d'avoir aussi promu des rôles modèles, donc ça permet aussi, voilà, aux collaboratrices donc de se projeter. Voilà, pour donner quelques exemples, mais c'est aussi, je vois que les managers, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils vont venir vers nous aussi, directement, en disant je détecte peut-être une situation, je ne sais pas trop. Je sens qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Et donc, ils vont un petit peu se livrer, on va en parler, on va voir comment on peut agir aussi de manière... de notre côté, sans que le manager ait pu être identifié par la personne concernée, mais du coup ça permet donc de pouvoir détecter de manière plus précoce, en tout cas des situations qui mériteraient largement donc d'être accompagnées. Et donc du coup c'est comme tout, plus on identifie tôt, et plus on est à même donc de mettre en place des actions qui vont bien, de maintenir en emploi, d'éviter l'absentéisme, etc. Donc c'est aussi assez vertueux, quoi. Parce que ce que tu n'as pas dit mais qu'on peut lire en filigrane, c'est que toi, côté mission maladie handicap, vous l'avez rendu très visible, c'est-à-dire que votre rôle, vous l'avez rendu clé centrale, alors tout en proposant, et là je prêche pour ma paroisse, mais en proposant quand même des accès, on va dire, tiers de confiance, mais même dans nos collaborations, l'objectif c'est que si on détecte une situation de vulnérabilité et qui peut avoir donné lieu à des adaptations, qui peut donner lieu à encore plus d'accompagnement en entreprise, que ça revienne et que ça à nouveau vous soyez identifié. Donc ça que je trouve très intéressant aussi, c'est le côté visibilité que vous avez donné à votre mission dans un contexte décentralisé où de multiples agences où les personnes, il n'y a pas qu'au siège, et partout savent qu'elles peuvent venir vous trouver sur les sujets même très larges. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment visible, connu et reconnu, et on a mis en place, je vous avais parlé du travail de terrain, mais après des petites actions aussi anodines comme ça, mais qui permettent de nous rendre visibles un peu tous les mois. C'est qu'on a mis en place une permanence qu'on appelle la permanence Handi Écoute, et qui a lieu, on dit qu'elle a lieu une demi-journée par mois, alors que dans les faits, nous, dès qu'on a dès qu'on doit accompagner quelqu'un, on le fait, n'importe quand, on n'attend pas cette demi-journée, mais ça permet tous les mois de faire partir une communication auprès de toute l'entreprise en disant on vous rappelle, Handi Écoute, c'est tel jour, voilà, si vous avez des questions par rapport à une maladie, un état de santé, etc., la mission maladie handicap est là. Et donc du coup c'est plein de petites actions comme ça qui coûtent pas très cher en fait au départ, mais qui permet d'être visible, et une personne qui n'aurait pas vu cette communication pendant un an, forcément au bout d'un moment elle va la voir, et donc ça va lui permettre en tout cas de se positionner si elle a besoin d'être accompagnée. Et donc oui, aujourd'hui on est identifié aussi sur plein de sujets. Je peux avoir des collaborateurs LGBT+, qui viennent vers moi, des collaborateurs qui sont venus vers moi aussi pour parler couleur de peau, etc. Donc, violence conjugale et tout. Comment est-ce que toi, personnellement, ça t'a fait évoluer sur ces sujets-là, tout ce plan d'action que tu mènes depuis 5 ans et avec les résultats que vous avez? Ouais.
Oui, ça m'a fait forcément grandir. Il a fallu aussi que j'apprenne aussi à prendre un peu de distance, hein, parce que c'est pas évident non plus. Même si moi je suis hyper fière quand on arrive, en tout cas, à accompagner quelqu'un. Alors après, c'est pas toujours un succès à 100%, mais on arrive toujours à passer quelques petites étapes, et donc c'est très, ça fait du bien, on se sent utile, c'est le sens en fait que je recherchais aussi un peu, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle. Donc du coup, moi je suis pleinement aujourd'hui épanouie, en tout cas dans ce que je fais, et c'est pour ça aussi que on a envie aussi, de continuer à explorer aussi et à répondre à d'autres besoins. Comment tu arrives justement à mettre de la distance, parce que là en plus vous pouvez être le réceptacle de beaucoup de situations différentes, handicap, aidance, maladie, sexisme, etc. Comment tu arrives justement cette distance, parce que je pense que c'est une des grosses problématiques des RH qui vont nous écouter. Ouais. Alors déjà, je peux m'appuyer vraiment sur déjà l'assistante sociale et l'infirmière en santé au travail, donc avec qui, en tout cas, des fois, quand j'ai besoin un peu d'avoir une orientation, un éclairage, aussi de parler, hein, donc je le fais aussi avec elles. Donc ça, c'est la chance de les avoir aussi à mes côtés. Elles prennent soin de toi aussi. Exactement. Elles ont une attention, bien sûr, parce qu'elles sont bien conscientes aussi que les postes de RH, quels qu'ils soient aussi, sont aujourd'hui aussi forcément un peu chahutés, donc ils ont besoin aussi d'une attention particulière. Mais après, on a aussi, parce qu'on a la chance de faire partie du groupe BPCE, hein, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, et donc on a une mission handicap qui est centralisée, et donc qui nous met à disposition aussi un certain nombre de ressources. Et donc on a par exemple aussi à disposition un consultant qui est là une demi-journée par mois, et donc qui peut aussi, au-delà de nous écouter, c'est aussi nous aider aussi à trouver des solutions concrètes, hein, parce que des fois c'est pas évident, même si on est plusieurs à réfléchir en interne, c'est pas évident de trouver la bonne approche. Donc on est aussi outillés de cette manière-là. Et puis cette mission nationale, elle anime aussi tous les référents handicap, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on est les seuls à s'appeler, avoir fait la mission maladie handicap, mais tous les référents handicap du groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et en fait, on a une communauté très importante, avec beaucoup d'entraide, de solidarité, et on n'hésite pas à s'appeler, à se faire des petits points, des conseils, etc. Donc ça aussi, ça permet de prendre la distance et de pouvoir continuer à poursuivre un peu sereinement, quoi. T'es pas seule en fait, c'est ce que je retiens. Oui, exactement. Vraiment, tu t'entoures et tu es entourée dans ton équipe, avec l'assistante sociale et l'infirmière, et puis au-delà, tu vas chercher des pairs. Alors tu as la chance d'être dans un groupe, mais je me dis que des personnes qui sont dans des entreprises plus resserrées peuvent peut-être aussi rentrer en contact, intégrer des groupes de co-développement, où il y a plein de choses qui existent aujourd'hui au service de RH. Et puis on a aussi mis en place ce qu'on appelle une cellule de maintien en emploi, et donc qui permet encore d'élargir aussi à la mission maladie handicap, parce qu'on va travailler avec le manager, avec la RH, quand il y a un des collaborateurs ou une des collaboratrices qui est partant pour en faire partie. Donc ça aussi, ça permet aussi de réfléchir ensemble et de co-construire ensemble, on va dire, un plan d'action adapté en toute transparence avec la hiérarchie et avec la personne concernée. Donc du coup, c'est aussi comme ça, hein, qu'on s'épaule aussi et qu'on construit tous ensemble. Donc ça, c'est aussi important. Oui, plus je t'entends parler, je me dis, à chaque question qu'on te pose en fonction des différents thèmes, tu dis, ah oui, puis on a aussi fait ça, puis fait ça, puis fait ça, puis fait ça. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le sac de Mary Poppins, où à chaque fois tu nous proposes et tu nous exposes une nouvelle action très inspirante. Et donc ce que j'entends aussi, c'est que vous avez co-construit ces plans d'action en fonction des besoins, de là où vous en êtes. Par exemple, la demi-journée Handi Écoute,
je ne sais pas si elle est sortie de ta tête, de ton chapeau, ou si c'est dans un groupe de travail. Comme tu peux nous expliquer un petit peu Pour l'exemple de la Handi Écoute, elle est sortie de mon chapeau quand il a fallu travailler au tout début sur comment on rend visible la mission handicap de l'époque. Qui était pas du tout connue, pas du tout reconnue non plus. Et donc, c'était qu'est-ce qu'on peut trouver comme astuce sans budget, parce que quand j'ai démarré, il n'y avait pas de budget à ce moment-là, pour se rendre visible. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK. Plutôt que de dire, on est tout le temps dispo quand vous voulez, il y a un peu une espèce de branding que vous avez lancé autour de... C'est ça, exactement. C'est ça, où alors on a créé un autodiagnostic, et puis on a posé l'autodiagnostic un petit peu partout, à la cantine, sur les tables, dans les salles de réunion, etc. Et donc, du coup, qui permettait, si on a 3 minutes, à un moment donné, de regarder, qu'est-ce que c'est ? Autodiagnostic, est-ce que je peux être concernée par une RQTH, par exemple, etc., avec les contacts clés. C'était plein de petits outils comme ça, quoi. Et comment, du coup, tu as ces idées ? Comment tu... Les idées, elles arrivent quand on essaye de répondre, en tout cas, à une difficulté où on se dit qu'on a besoin d'être visible. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y réfléchir ? Donc, ça peut arriver seul, mais ça arrive aussi avec des collaborateurs avec qui on échange, parce qu'ils ont aussi plein d'idées, des managers aussi, l'ARH, l'assistante sociale, l'infirmière en santé au travail, etc. Donc, et puis aussi les pairs dans le groupe BPCE, parce qu'on échange aussi pas mal nos outils. Parce que finalement, quand il y en a un qui a créé un outil, ça ne sert à rien que de le recréer soi-même. Enfin, on peut déjà partir d'une base qui existe déjà et qu'on personnalise et qu'on adapte. Donc, forme de veille. Exactement, ouais. 2 dernières questions pour toi, Virginie. Quelle est la suite du plan d'action ? Alors, la suite du plan d'action, en fait, c'est ce qu'on a écrit, je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, notre nouvel accord égalité femmes-hommes et diversité et inclusion. Donc la suite, donc là, c'est ce qu'on a écrit jusqu'à 2027. Donc, pour vous donner quelques exemples, on va dire... emblématique de cet accord. Le premier, c'est qu'on va viser à fin 2027 55% donc, de femmes sur des postes de direction. Alors pourquoi 55%? Pourquoi on ne s'est pas arrêté à la parité? C'est parce qu'on a 60% de femmes dans nos effectifs, donc du coup, pourquoi s'arrêter à la parité? Comme autre exemple emblématique, on a ce qu'on a appelé la parentalité pour toutes et tous. Donc, c'est mettre en place ce qu'il faut pour que donner les mêmes mesures et les mêmes avantages aux parents, quel que soit leur genre et le mode de conception des enfants. Et donc, là, on englobe aussi la gestion pour autrui. Donc, on va aussi assez loin dans la démarche. On va mettre aussi en place une attention particulière aux femmes donc, qui souffrent de dysménorrhée ou d'une forme d'endométriose. Et puis, on va continuer d'embarquer et de sensibiliser les collaborateurs et de former et outiller nos managers sur la diversité et l'inclusion. Donc, puisqu'aujourd'hui, on les a outillés sur la maladie, le handicap, sur l'égalité homme-femme et les violences faites aux femmes. Et donc, on va poursuivre sur toutes nos nouvelles thématiques. Et je le disais aussi tout à l'heure, on continue sur des nouvelles thématiques. On intensifie les parties seniors, les nouvelles thématiques type racisme, apparence physique, etc. Les origines et tout ça. Ok. Tu ne veux pas t'ennuyer. Non, il y a encore plein de choses à faire. Ouais. Est-ce que tu as un dernier message pour les professionnels des RH qui nous écoutent et qui veulent mettre en place un plan d'action ambitieux autour du care dans leur entreprise? Oui... je dirais peut-être trois messages en tout cas. Si on veut effectivement porter ces sujets dans l'entreprise, c'est en tout cas d'arriver à embarquer sa direction générale, parce qu'il faut vraiment que, l'élan doit venir du plus haut niveau, que ces engagements ou ces ambitions doivent être inscrits aussi donc, dans un projet d'entreprise. Ça, c'est un peu j'ai envie de dire l'ingrédient indispensable pour pas s'épuiser, on va dire, à la tâche.
Deuxième chose, c'est le fait de promouvoir des rôles modèles aussi diversifiés. Donc ça, c'est aussi assez aussi puissant parce que ça permet à tout salarié, en tout cas, d'arriver à se projeter, quelle que soit sa diversité. Donc ça, c'est aussi important. Et puis se fixer un cap. Voilà, on parlait d'indicateurs, des objectifs chiffrés, d'arriver à trouver les objectifs qui vont être à la fois ambitieux mais aussi réalistes. Donc ça se trouve pas du jour au lendemain. Ça demande quand même quelques allers-retours, pas mal de simulations, donc ça nous a permis donc de cranter énormément, voilà, de se fixer un cap et de piloter tout ça. Donc c'est vraiment voilà, je dirais c'est un peu ces trois orientations qui permettront, je pense, en tout cas, d'obtenir des résultats très satisfaisants. Et de ne pas lâcher. Et de ne pas lâcher. Oui, alors oui, mais là, ça fait partie du métier. C'est si on n'a pas de conviction et si on n'est pas déterminé, je pense que ce n'est pas un métier pour soi, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Virginie. C'est passionnant et beaucoup de belles choses à venir encore et beaucoup d'inspiration pour ceux qui nous écoutent. Je l'espère. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette conversation a alimenté votre vision et votre plan d'action pour porter des actions de care dans votre organisation. Si vous souhaitez prolonger la discussion et découvrir les services de Ma Bonne Fée, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. Et une dernière chose avant de vous quitter, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être tenu au courant des prochains épisodes du Club RH. À bientôt!